L'être humain fonctionne sur deux jambes. Il y a le je et il y a le nous. Le je, c'est moi dans mon physique, dans mon esprit. C'est ça commence bien. C'est Robinson Crusoe dans son île, tout seul, qui fait sa vie tout seul. Ça ne va pas. Il y a l'autre, c'est le nous, c'est l'être social, c'est l'homme qui vit avec et par les autres. Et entre ces deux, ce je et ce nous, il y a constamment interaction, il y a constamment rencontre. Le je, c'est aussi l'égoïsme. Le nous, c'est l'altruisme, c'est la collaboration. Le je, c'est la solution par défaut. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Si je reçois un ballon qui m'arrive dessus, eh bien, j'agis sur le ballon. Et puis, ce n'est qu'après que j'irai engueuler les gamins qui me l'ont lancé. Cette tension entre le je immédiat et le nous plus tardif provient aussi du fait que le nous permet d'aborder les meilleures solutions. Ce sont les solutions difficiles, mais elles sont meilleures à la longue. Cette tension, c'est un principe d'éducation. Enseigner aux enfants ce principe de la réalité, c'est-à-dire qu'il faut préférer la glace, la superbe glace à la vanille qui viendra plus tard, plutôt que le bonbon juste maintenant. Il faut aussi préférer ne pas prendre le bonbon en allant au lit à cause des dents qu'ils auront beaucoup plus tard. C'est difficile, ça. Ce principe de la réalité, nous allons le retrouver. Il fait partie de notre vie de chaque instant, mais il fait partie aussi des sociétés. Une société fonctionne parce qu'elle a établi des règles et des moyens pour protéger l'ensemble contre l'égoïsme de chacun. Lorsque, dans les sociétés primitives, j'entends les chasseurs-cueilleurs d'il y a 20 millions d'années, la situation était peut-être relativement simple. Ces chasseurs-cueilleurs n'avaient pas tellement de différenciation des tâches, et puis il n'y avait pas de stock à gérer sur la longueur, sur la durée, sauf peut-être un mammouth, ça dure quelques jours, et puis, mais arrive l'agriculture, et les sociétés qui grandissent, les grandes sociétés, les empires, et là, il a fallu tout réorganiser. Et comme on peut bien penser, et comme on croit le savoir, cette réorganisation a conduit à des sociétés très dures. C'était pas drôle d'être dans les premiers empires. Il y avait beaucoup d'esclaves et beaucoup de soldats cruels. Avec la culture plus récente, avec les développements de notre bonne Suisse démocratique, on est arrivé à des solutions plus convenables. Quand j'étais très jeune, tendu juste pré-école, nous habitions, parce que mon papa construisait des barrages en Valais, nous habitions Basse-Nanda. Basse-Nanda, dans les années 50, c'était vraiment une société primitive. Ça fonctionnait bien, ça fonctionnait dur. Ils n'étaient pas aimables avec l'autre, ils étaient durs. Mais il fallait respecter la convention de la société d'une manière qu'on ne pouvait pas éviter. On ne pouvait pas manquer d'aller faire le travail de préparation du bis. Et celui qui détournait l'eau du bis, mais ne pouvait vivre dans cette société. Jean-Pierre Franière, un autre qui vient aussi d'un village comme ça, raconte que les seuls qui pouvaient vivre sans accepter les règles de cette société, c'était les ivrognes
ou les débiles. Et ils perdaient même leur nom. On n'appelait pas Jean ou Pierre, c'était celui de Firmin, c'était celui d'Isabelle. Voilà. Lorsque une société perd ses règles qui permettent à la société de vivre dans la durabilité, dans le durable, dans le commun, c'est l'égoïsme qui ressort. Lorsque les États-Unis ont été peuplés par les Européens, la côte Est était peuplée par des sociétés qui étaient généralement à forte base religieuse, c'était des sociétés qui étaient solides sur le moment là. Et puis, ensuite, des individus sont partis à l'ouest. Et ils sont partis dans un lieu et dans une ouverture où ils ont quitté leurs règles et ils sont partis dans le Wild West. Et qu'est devenu le Wild West? Ben, on le sait bien. Hein, c'était la loi du revolver. Parce que quand on enlève les lois qui font marcher une société, c'est le jeu qui ressort dans toute son égoïsme et sa restriction. Où en est-on aujourd'hui chez nous? Il y a un problème. La mondialisation met en péril, quelle est ma nation? Suis-je vaudois? Suis-je suisse? Suis-je européen? Mondial? Et puis les familles. C'est quand même extraordinaire. La structure familiale remise en question, les mariages homosexuels, je ne prends pas position, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ce que je vois, c'est que nos fondements, les fondements de notre société sont très remis en question. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réponse? Ben, c'est l'égoïsme, c'est le moi, c'est c'est toute notre réclame qui est là autour, qui met en valeur tu peux, you can, et vas-y, fais tout ce que tu veux. Cette liberté, égalité, fraternité, la fraternité est un peu en retard. Que faire face à cette solution? Je peux imaginer qu'ici, dans cette salle, il y a pas mal de personnes qui disent « c'est la religion qui va nous sauver ». J'ai mes doutes. Notez que cette tension entre l'individu et la société, c'est une loi tout à fait générale. Si vous prenez une fabrique avec tous ses instruments, avec toutes ses machines, bien, il y a une relation entre la machine et le tout. Et toute la biologie est une interaction entre l'individu. Depuis que le premier organisme a été formé, le fameux Lucas, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours une interaction entre l'individu et la communauté. Vous voyez, une communauté, c'est moi. C'est moi avec toutes mes cellules. Cette cellule qui est là, elle a tous ses moyens, elle a tout son ADN, mais elle est tenue dans une place tout à fait bien définie. De temps en temps, elle fait des bêtises, de temps en temps, elle s'échappe. Elle veut reconquérir son individualité. C'est pas bien, ça fait un cancer. L'exemple le plus extraordinaire de la relation entre le moi et le nous, c'est le sexe. Ce sexe que l'on voit, qui existe dans toute la biologie, c'est une drôle de chose. Pourquoi donc une femelle accepte d'abandonner la moitié de ses gènes pour ramasser et aller s'occuper de la moitié des gènes d'un individu de passage? Pourquoi accepte-t-elle ce deal invraisemblable? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi la femelle ne part pas immédiatement sur le clonage ou la parthénogenèse?
Pourquoi? Qui répond à ça? Voilà, monsieur est au courant, bien sûr. Non, mais elle peut obtenir des avantages particuliers de l'accès. Sa progéniture va pouvoir profiter éventuellement d'avantages qui viennent de l'extérieur. C'est ça, c'est la diversité. Le sexe crée la diversité. Et cette diversité permet d'inventer des nouvelles solutions que l'individu tout seul ne peut pas inventer. Mais elle le paye cher. Elle doit prendre cet effort de ramasser ses gènes d'autrui de cette façon. Oui, un point très intéressant. Oui, mais tout le temps, dans un système de ce type, il y a la tendance à ce que l'égoïsme reparte, la cellule repart toute seule, la femelle se lance dans la parthénogenèse. Donc la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'elle se reproduit toute seule. Et là, il y a une solution extraordinaire. Nous avons tous nos gènes qui sont dans des chromosomes qui sont en paires. C'est-à-dire qu'au moment de la reproduction, les chromosomes s'apparient, et puis les deux parties du chromosome, celle qui vient du père et celle qui vient de la mère, sont réarrangées de manière à ce qu'une partie vienne du père, une partie vienne de la mère. Il y a pourtant une exception, ce sont les chromosomes sexuels, qui sont différents l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas s'apparier. Il ne peut pas avoir de recombinaison dans les chromosomes sexuels. C'est-à-dire que la sexualité est faite pour créer la diversité, mais elle protège cette action de créer la diversité en empêchant, en sortant le sexe du sexe. Et c'est subtil, ça. Mais donc, l'idée, il faut bien le comprendre. L'idée, c'est il faut protéger le long terme contre l'intérêt immédiat. Bon, c'était une idée importante, ça. Sur ce, l'évolution continue, arrive, il y a environ 6 millions d'années, l'ancêtre commun entre l'homme et le singe, le chimpanzé, et quelque part dans cette lignée qui mène à l'homme est arrivée la conscience. Bon, qu'est-ce que la conscience? Eh bien, je vous donne la définition que j'utilise. La conscience, c'est cette faculté de se faire une image du monde dans laquelle je puisse me promener. C'est-à-dire, je me promène, si j'ai bientôt de nouveau envie de faire pipi, eh bien, je sais très bien que je dois aller là, j'ai une image du monde qui me permet d'aller au bon endroit. Je peux y penser, préparer, me planifier pour cela. C'est ça que j'appelle la conscience. Bon, mon chien, qui était capable d'aller chercher le bâton caché dans un coin invraisemblable, avait une certaine conscience, il était capable il avait une vision du monde autour de lui et il pouvait planifier son action. Avec l'homme, cette conscience explose. Je ne sais pas si c'est un événement quelque part dans le cerveau, ou bien j'imagine moi plutôt que c'est toute une longue évolution des tas d'événements qui se sont passés, mais en tout cas, on arrive à cette extraordinaire conscience, cette capacité de s'inventer, de se construire un monde gigantesque, un monde qui me dit que le CO2 qui monte, c'est très très dangereux pour dans 1000 ans, etc., etc. Et ça, nous pouvons nous le faire dans notre tête, et évidemment, avec ça, je peux aussi penser, si je vais à la toilette, ou bien je peux penser je planifie ce que je fais. C'est-à-dire, j'agis avec un but. Et ça, c'est neuf. Il faut bien comprendre, toute l'évolution biologique fonctionne sans but. Elle change, et puis elle garde ce qui fonctionne. Et ce qui ne fonctionne pas disparaît. Mais il n'y a pas de direction, il n'y a aucune direction. Tandis que dès l'instant où arrive la conscience humaine, il y a direction.
Il y a but, et avec le but, il y a toutes sortes de conséquences, et en particulier une capacité à agir que l'on n'imaginait pas avant. Première conséquence, tous les systèmes sociaux se cassent. Comment voulez-vous que les systèmes sociaux d'avant, qui typiquement fonctionnaient à l'odeur, aux instincts, continuent de fonctionner là? Et là, c'est mon hypothèse, c'est l'hypothèse de base que je vous propose aujourd'hui, c'est l'espèce humaine aurait disparu avec la conscience s'il n'était pas apparu quelque chose qui force le principe de réalité. Si on impose aux individus le respect du principe de réalité, c'est-à-dire de défendre le loin, le grand, le beau, tout ce qu'on veut, au lieu de penser toujours seulement à son intérêt immédiat. J'appelle ça la transcendance. Oh, j'imagine pas qu'il y ait un gène de transcendance. C'est toute une évolution qui a eu lieu pour apporter cette capacité. Mais cette capacité, vous voyez, c'est pas un truc complètement, c'est pas un truc en l'air. Ça commence avec des choses toutes simples. Il y avait chez les singes, chez l'ex-chimpanzé, enfin chez notre ancêtre commun, il y avait certainement le mâle se fichait bien de sa femelle et de ses petits. À un moment donné, le mâle est devenu amoureux de sa femelle et s'est attaché à sa femelle et s'est attaché à ses enfants. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, ça. Et évidemment, ça a révolutionné la société. Je dirais, là, nous avons, vous direz, excusez. Oui, ça va? Nous avons là les origines de l'amour, je dirais. Et puis, ensuite, il se passe des choses étonnantes. L'amitié envers autrui. Même avec quelqu'un que on n'est pas d'accord. Ou bien, Montaigne à la Boétie, ça on connaît cette étonnante amitié. Et puis il y a cette vision de la grandeur. Mais 1, 2, 3, 4, etc., nous mène à l'infini. Et cette notion d'infini qui fait tellement de soucis à Pascal, elle est dans cette toute bête transcendance. Voilà. Vous avez compris que cette hypothèse que cette transcendance nous a permis de survivre et de reprendre dans une société de gens intelligents la capacité à collaborer et à vivre ensemble et à neutraliser l'égoïsme individuel qui s'explosait avec tant d'intelligence quand on sait tellement bien mentir, quand on sait tellement bien tricher. Voilà. Ça, c'est... Ah oui, puis j'oublie un point. Avec la conscience vient le but, vient la capacité à fonctionner vers quelque chose, et évidemment, avec ça, vient la responsabilité. Je sais pourquoi, ce que je veux faire, et que le je veux ou le non, je suis responsable de ce que je fais. Et ça forcément pose la question, pour faire quoi? Dès l'instant où je peux faire quelque chose et je suis responsable de ce que je fais, la question de finalité se pose. Et j'ai perdu ma suite, ça fait rien. L'essentiel, c'est que, cherchant cette finalité, nous demandons,
C'est bête, ça. Oui. La finalité. Donc, j'ai tout là-dessus, bien sûr. Mais voilà, c'était... voyez, moi je suis matérialiste scientifique, c'est-à-dire que les valeurs que je vais chercher, je les cherche naturellement dans la nature, dans ma connaissance. Or, la nature, elle me dit bien clairement où sont les valeurs qu'il faut chercher. Et les valeurs, c'est dans cette lutte éternelle entre l'égoïsme et le collectif. Et il y a 3,5 milliards d'années que la nature exerce cette dichotomie. Et elle nous a montré que la solution collective, la solution transcendantale, c'est la bonne solution. Et là, quand je dis la bonne solution, je mets naturellement un adjectif de valeur. Et je m'identifie à cette valeur-là que je tire bêtement de la nature. Et la valeur que je défends, que je porte, c'est défendre le collectif, défendre le transcendant au sens que j'utilisais avant, contre l'égoïsme. Et je pense, ainsi en résumant, j'ai deux théorèmes, ou une première hypothèse, c'est est apparue la conscience. La conscience a donné la transcendance par évolution biologique nécessaire, sinon on ne serait pas là. C'est une transition essentiellement biologique, évolutive. À partir de ça, ayant fait venir cette transcendance, vous imaginez assez bien, il y a la musique, il y a la parole, il y a toutes ces choses qui lui permettent qui sont instrumentales à cette transcendance. Et après, on a eu le totem, on a eu une divinité qui monte au ciel, et on arrive à une religion ou des religions monothéistes qui, aux choses surprenantes, ne sont pas ethniques. Et il existe des religions qui promeuvent l'amour et indépendamment d'une ethnie. C'est nouveau, ça, c'est intéressant. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, c'est, vous avez compris, c'est cette question de finalité, et puis de où va-t-on avec la finalité? Bien, nous avons des grands problèmes dans le monde. Qu'est-ce qui me dirige, moi? Eh bien, ce sont mes valeurs, et mes valeurs, c'est défendre le collectif, défendre le transcendantal, au sens de tout à l'heure, contre l'égoïsme. Bon, je ne sais pas si j'ose dire que, au fait, est-ce qu'on peut dire, oui, l'un c'est la gauche, l'autre c'est la droite, voilà quoi. Voilà, avec ça, je vous ai dit, oui, il faut encore dire qu'il y a du boulot, hein, et qu'il s'agit de se redresser les bancs, de se remonter les manches. Voilà, j'ai fini.